Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo que je suis très content de faire parce que c'est l'occasion pour moi de vous reparler de nowcasting et de données alternatives. J'ai fait une seule vidéo sur le sujet, c'était en avril 2020, donc ça commence à dater maintenant, ça fait 4 ans et c'était avril 2020 évidemment pendant le premier confinement. Et c'était vraiment le bon moment pour parler de données alternatives et de nowcasting vu que c'est le meilleur moyen en fait pour voir où va l'économie à très court terme. Et vous le savez comme moi, le Covid, les différents confinements, etc. On avait besoin de naviguer, de savoir où allait l'économie mois après mois, semaine après semaine. Donc ce mot, nowcasting, il est un peu, il n'est pas évident à comprendre. Il vient évidemment de l'anglais, puisque nowcasting, c'est un dérivé de forecasting. Forecasting qui veut dire prévoir en anglais. Donc évidemment, forecasting, on prévoit le futur, c'est normal. Nowcasting, c'est en fait prévoir le présent. Je sais, c'est un peu bizarre comme concept et c'est toujours un peu surprenant pour les gens qui connaissent pas la bourse ou l'économie, mais quand on est en bourse, il faut avoir conscience, notamment quand on parle de données financières, qu'on a toujours le regard dans le rétroviseur. Aujourd'hui, j'ai aucune idée du chiffre d'affaires ou du bénéfice de Total ou d'Apple actuel. Si je prends l'exemple de Total, les résultats du premier trimestre ont été publiés le 26 avril. Donc les résultats ou le chiffre d'affaires, on va dire pour faire simple, entre le 1er janvier et le 31 mars n'ont été disponibles que quasiment un mois plus tard, le 26 avril. Donc c'est ce que j'appelle regarder dans le rétroviseur. Et le chiffre d'affaires actuel de Total, les ventes que Total fait maintenant, ne seront disponibles que le 27 juillet. Donc on voit avoir ne serait-ce qu'une idée approximative du chiffre d'affaires d'une entreprise actuelle, du chiffre d'affaires maintenant, est-ce que c'est un petit peu mieux que le mois précédent, est-ce que c'est un petit peu moins bien, ça donne un vrai avantage en bourse. La plupart des techniques de nowcasting demandent des données très spécifiques qu'on appelle données alternatives qui sont souvent vendues très cher. Pourquoi ? Parce qu'elles sont vendues à des gros acteurs financiers, notamment les hedge funds. Ça va être typiquement les données en temps réel des cartes de crédit qui vont être vendues par Visa ou Mastercard. C'est un vrai business pour eux, vous pouvez acheter réellement leurs données anonymisées bien sûr. Le but c'est pas d'avoir votre nom, c'est d'avoir les tendances d'achat. On a aussi les données venant du web, ce qu'on appelle web scrapping, qui vient pomper toutes les données des sites de e-commerce. C'est très utile notamment pour anticiper l'inflation par exemple. Et si vous arrivez à anticiper l'inflation, vous arrivez à anticiper les décisions des banques centrales. À peu près, on va dire qu'il y a une marge d'erreur assez importante, mais quand même ça aide. Et à l'époque de ma première vidéo, en 2020, je vous montrais déjà comment les hedge funds utilisaient les données des parkings de supermarchés, quand je dis données, c'est images satellites, pour anticiper les résultats des chaînes de supermarchés, donc typiquement les Walmart, Target, etc. Je vous montrais aussi comment les traders de métaux notamment, se servaient d'images satellites pour suivre la production de cuivre ou d'aluminium en temps réel. Et je vous avais donné comme exemple la fonderie d'aluminium Al Tawila à côté de Dubaï, où on voyait clairement les stocks baisser en 2018, et ça uniquement à l'aide d'images satellites. Bien sûr, ça s'est beaucoup amélioré, c'est extrêmement utilisé aujourd'hui, et c'est par exemple très utilisé pour suivre la production de voitures électriques. Pourquoi ? Parce que c'est un domaine en plein essor, avec une accélération énorme, un petit coup de frein actuel, etc. Donc c'est très utile de savoir par exemple, où en est la production de Tesla. Donc, ils surveillent les usines à l'aide d'images satellites. Et ces images satellites permettent de compter le nombre de voitures stockées à l'extérieur de l'usine, de voir un peu la production, de voir aussi les arrivées de machines de production, de voir les véhicules des employés, etc. Alors, évidemment, quand on voit tout ça, vous pouvez vous dire, mais qui a le temps et l'argent de faire ça ? Bon, déjà, on va être honnête, c'est plus une question d'argent que de temps parce que les fournisseurs de ce type de données vous mâchent énormément le travail et vous vendent directement, par exemple, le nombre de voitures dans les parkings de Starbucks, si c'est ça qui vous intéresse. Et ils vont vous l'envoyer sous forme Excel pour quelques milliers de dollars. L'analyse est ensuite très rapide, c'est relativement clair. Alors, vous avez compris l'idée, ces données alternatives permettent d'anticiper les annonces de résultats, d'anticiper ce que va donner les prochaines publications de ces entreprises. Et pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça ? C'est parce qu'en préparant ma dernière vidéo sur Kering, j'ai lu quelques analyses, soit sur Kering, soit sur le monde du luxe en général, et je suis tombé sur une analyse de Bernstein que j'ai beaucoup aimée, parce qu'ici, on n'est pas dans la complexité, on n'est pas dans du web scrapping, on n'est pas dans les images satellites, on n'est pas dans les données de cartes bancaires. Back to basics, ils sont allés compter les clients dans les magasins de luxe. Et ça paraît fou, c'est pourtant une approche que j'aime beaucoup, surtout qu'ils font ça régulièrement pour avoir des données comparables et dans le monde entier. Donc ils font ce type d'études de temps en temps à New York, Londres, Pékin, Shanghai, Marbella, Madrid, etc. Et dans le rapport que je vais vous montrer, ils sont allés
en Chine, à Chengdu, et ils ont visité 3 centres commerciaux le 1er mai. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont compté les clients qui rentrent dans ces magasins de luxe et ils ont compté les files d'attente dans les cas où il y en avait. Et ça permet d'avoir des points de repère avec les visites précédentes et donc de donner une idée de la santé du luxe, de la santé des marques. Et ici, on voit déjà une belle reprise depuis octobre 2023, mais on est loin des records de janvier et mai 2023 qui étaient vraiment un carton absolu côté luxe. Bien sûr, le nombre de données est faible. Par exemple, dans leur visite de ces 3 centres commerciaux de Chengdu, on parle de 431 personnes. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ce qu'on perd en qualité de données, on le gagne en instantanéité, puisqu'ils vont donner à leurs clients, aux clients de Bernstein, une vue en temps presque réel de l'attrait pour les marques de luxe, puisque les données du 1er mai sont envoyées peu de temps après à leurs clients. Et vous allez avoir combien de personnes sont allées dans chaque magasin, combien de personnes ont fait la queue pour payer, etc. Et sur ce rapport-là, on voit que la marque Louis Vuitton, par exemple, est en pleine forme, puisqu'elle a compté 26% du total des visiteurs, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais bon, des personnes qui sont rentrées dans les magasins. Et c'est d'ailleurs la seule marque où il y avait la queue. Le deuxième dans le nombre, dans la fréquentation, c'est Dior, qui est aussi une marque de LVMH, suivi par Gucci, propriété de Kering cette fois-ci. La quatrième marque, quatrième fréquentation, c'était Chanel, qui est un groupe privé. Hein. Malheureusement, on aimerait bien pouvoir acheter du Chanel en bourse. Et enfin, le 5e, c'était Burberry. Burberry qui, en bourse, va encore plus mal que Kering, en tout cas depuis 1 an, avec une énorme chute de plus de 50%. Mais si je prends toutes les marques de LVMH a représenté 45% du trafic dans ces 3 centres commerciaux chinois contre 16% pour Kering. Et l'intérêt de ce genre d'étude, c'est de comparer avec le passé. Et on voit que depuis 2022, Louis Vuitton truste la première place et a détrôné Gucci. Dior est de retour à la 2e place. On voit la force de LVMH en ce moment. Et on comprend pourquoi Burberry a perdu 50% en 1 an quand on voit qu'ils ont à un moment dégringolé de la 5e à la 37e place. Alors on a vu qu'ils sont de retour à cette 5e place. On verra si la remontée se voit dans les performances boursières futures. Ce qui est sympa aussi, c'est de voir des marques un petit peu plus petites, mais qui sont en forme, typiquement Prada et Tiffany encore du groupe LVMH, qui toutes les deux vont monter de 26 places dans la fréquentation. Et ensuite, un petit peu plus loin, on a l'Europiana, qui est propriété de LVMH encore, et Miu Miu, propriété de Prada, qui ont des fortes remontées de plus de 20 places. Alors, j'ai vraiment envie de féliciter les analystes de Bernstein. J'adore ce type de travail. Ça apporte une vraie valeur ajoutée à leurs clients. Et j'ai assez critiqué, je pense, les analystes financiers, pour ceux qui me suivent depuis un moment, pour reconnaître quand ils font du bon boulot. Et normalement, à ce niveau-là, vous vous dites, bon, le nowcasting, les données alternatives, ça a l'air super, mais apparemment, ça coûte très cher, ou bien ça demande beaucoup de temps pour avoir toutes ces données, ou bien pour compter le nombre de personnes devant les magasins. Je ne vais pas aller dans les Champs-Élysées pour voir qui rentre et sort de chaque boutique. Vous avez raison, mais vous faites déjà probablement du nowcasting sans le savoir. Je pense sérieusement que si vous êtes employé ou client ou fournisseur d'une entreprise et que vous voyez par exemple que, je ne sais pas, le carnet de commandes est plein, qu'il y a beaucoup moins ou beaucoup plus de files d'attente dans une boutique, vous avez quand même de l'avance sur le marché. Parce que ça peut vous paraître stupide, mais je vous garantis que les purs financiers ne jurent que par les chiffres. On voit les mouvements à chaque annonce de résultats, donc on voit que ça surprend très souvent le marché. Donc les financiers ont très souvent un train de retard. Alors il faut évidemment prendre en compte la dimension de l'entreprise. Si vous voyez moins de files d'attente au Starbucks en bas de chez vous, ça ne veut pas dire que les 38 951 Starbucks dans le monde ont moins de clients. Mais voilà, ça peut vous donner un indice. Je trouve qu'on a quand même beaucoup moins d'insight, beaucoup moins d'informations si vous êtes un client que si vous êtes typiquement fournisseur. Alors ça dépend de la taille du client. Si vous êtes un client particulier, évidemment vous avez peu d'informations parce qu'en général c'est sur une seule boutique. Voilà. Mais si vous êtes un client dans le B2B, vous voyez bien où en sont vos différents fournisseurs et vous voyez ceux qui luttent, ceux qui sont obligés de casser les prix et ceux qui au contraire n'arrivent pas à délivrer parce qu'ils ont des problèmes de production, ils n'arrivent pas à tenir la hausse de production par exemple. En tant qu'employé aussi, ça dépend vraiment où vous êtes dans une entreprise, mais globalement vous pouvez sentir au niveau des commandes, il faut vraiment, ça dépend comme je le disais beaucoup de où vous êtes, mais si vous êtes bien placé, vous pouvez voir à quel point le carnet de commandes est plein ou est en train de se vider, donc vous pouvez vraiment avoir des données qui sont beaucoup plus instantanées que ce qu'on a en bourse classiquement. Est-ce que vous avez déjà eu ce type
d'informations. Alors je dis information, mais honnêtement, c'est beaucoup plus souvent un feeling, c'est un ressenti. Il y a plus de monde, plus de commandes. Vous sentez que le client ou fournisseur est un peu plus frileux, que dans les discussions, il est un peu plus négatif, etc. C'est souvent ce type de feeling qu'on peut avoir. Est-ce que ça vous arrive si vous avez la chance de travailler dans une, je dis chance, je ne sais pas si c'est une chance spéciale, mais de travailler dans un groupe qui est coté en bourse ou d'avoir comme fournisseur ou client des groupes qui sont cotés en bourse. Est-ce que vous avez déjà vécu ça et pour vous apercevoir quelques mois plus tard que finalement votre feeling était bon et que effectivement la société était soit en mauvaise santé, plus mauvaise santé que prévu, ou au contraire en bien meilleure santé que prévu? Mettez-moi ça en commentaire. Merci encore pour votre fidélité, pour tous vos likes, etc. C'est très très sympa. Merci encore aussi pour ceux qui m'écoutent en podcast, même s'ils ne verront pas les images satellites de cet épisode. Ils m'encouragent, ou vous m'encouragez très souvent, ça me fait super plaisir. N'hésitez pas à me mettre des notes 5 étoiles comme vous le faites régulièrement. C'est vraiment un gros encouragement pour moi. Voilà, merci et à bientôt.